Est-ce que, selon vous, cette évacuation arrive trop tard? Si cette évacuation a mis du temps à se faire, c'est pour des raisons de sécurité. Voilà ce qu'explique ce matin Jacqueline Gouraud, la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur. C'était ce matin sur Public Sénat. S'il y a eu intervention ce matin, c'est parce que les conditions étaient réunies pour qu'il y ait le moins de risques possible. Je dis le moins parce qu'on n'est jamais sûr à 100% quand il y a une intervention, le moins de risques possible sur le plan humain. Voilà, alors il est trop tôt encore pour savoir si vraiment il y a eu un bilan sans aucun blessé. En tout cas, si tel est le cas, Alexis Corbière, le député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, a son explication. Il l'a donnée ce matin sur RMC. Là, il y a une mise en scène. On pourra faire le lien, on va en parler. La ZAD, les cheminots, on veut affronter. Là, il y a une volonté de montrer des muscles, d'envoyer la police. D'ailleurs, ils étaient tellement violents qu'en quelques minutes, tout le monde a évacué à Tolbiac. Il n'y a pas eu beaucoup de violence, apparemment. On est d'accord. Donc tout ce qui est bien passé à Tolbiac, l'évacuation. Ça a été bien. Mais j'entends bien, c'est bien effectué. C'est bien la preuve. Chacun a bien fait son travail. C'est bien la preuve surtout qu'il n'y avait pas cette situation d'ultra-violence dangereuse. Sitôt que les forces de l'ordre sont apparues, les étudiants, personne n'a résisté, personne n'a envoyé de cocktail Molotov. Non, je ne suis même pas sûr qu'ils existent. Hervé Nathan, il était temps de mettre fin à ces désordres? Disons que le gouvernement craignait la zadisation de certaines facultés, c'est-à-dire une espèce d'occupation dans lequel les revendications de départ sont dépassées par des groupes qui poursuivent des buts politiques plus radicaux. Là, ce qui est un peu ce qu'on a vu sur la ZAD. La ZAD, c'est la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. C'était l'exemple que je voulais prendre. On veut la fin du projet d'aéroport, on l'obtient. Ensuite, on veut un projet collectif. Et puis, on veut un projet collectif d'occupation du sol, et ça se transforme en bagarre rangée avec des gens qui ne sont pas du tout agriculteurs. Voilà, c'est ce qui se passe sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. C'est ce que nous vous expliquons dans notre journal, c'est en vente cette semaine. Et le gouvernement craignait un peu ça. Je dois dire que, d'après nos informations, ce que dit Mme Gouraud n'est pas faux. C'est-à-dire, la préfecture de police et les spécialistes du maintien de l'ordre ont beaucoup de réticence à intervenir, spécialement dans Tolbiac, quand on connaît l'architecture de cette université. C'est une tour en hauteur, et c'est vrai que faire une intervention musclée là-dedans, c'est très dangereux, d'autant plus que les fenêtres qui donnent depuis les étages sont connues pour tomber toutes seules. Donc je vous laisse imaginer, et ça fait un truc, c'est quelque chose, et c'est ce que les policiers ont dit, nous on ne veut pas intervenir dans un truc où les fenêtres risquent de tomber, et les gens qui sont derrière les fenêtres avec. Ils ne veulent pas être responsables de ça. Donc ça, c'est un peu le climat. Voilà, donc il y avait ça. Quand il s'est agi de la Sorbonne, qui était très symbolique, et 50 ans après mai 68, en 2 heures, l'appel du président de la Sorbonne a été entendu et exécuté. Donc il n'y a pas... il n'y avait pas l'idée de on fait pourrir, par exemple, ça a couru, ils vont laisser pourrir Tolbiac. C'était pas ça l'idée. Le président de la République, dimanche dernier, Georges Kuzmanovic, disait qu'il y avait des agitateurs professionnels. Il pensait probablement très fort à vos amis de la France Insoumise. Quelques-uns sont intervenus, à Tolbiac, Thomas Guénolé notamment. Est-ce que, à votre avis, il y a un objectif politique dans cette évacuation? En termes d'agitateurs, j'aimerais rappeler à M. Macron qu'à l'époque de 68, un certain Denis Kessler, qui est un grand patron et qui était numéro 2 du MEDEF, avait écrit, si je me semble, quelque chose sur la révolution prolétarienne armée absolument nécessaire. Je suis très étonné de voir autant de gens ex-68ards qui ont occupé les universités, voulu un changement du monde, se plaindre maintenant que la jeunesse veuille changer le monde et le renouveler. Le vrai souci, c'est que ce gouvernement a eu très très peu de conciliation, de négociations avec les étudiants, et il fait la même chose à peu près partout, et en particulier avec les syndicats. Et les problèmes, c'est qu'il y aura des zones de résistance qui sont tout à fait pacifiques, hein, comme l'a dit Alexis Corbière. Les étudiants sont sortis relativement rapidement, il n'y a pas eu de combat violent, donc c'est un peu exagéré. Et puis, c'est tout mettre le focus sur des soi-disant extrémistes. C'est oublier qu'il y a un certain nombre de tags antisémites, donc qui je ne pense pas ont été faits par les militants d'extrême gauche, ils ont été faits, je pense, par des militants d'extrême droite qui aussi sont intervenus dans cette université comme dans d'autres. Si, il y a des tags antisémites. Tant qu'il les a écrits, oui, c'est pas sûr que ce soit forcément... En tout cas, je ne pense pas que ce soit... Il y a des centaines de milliers d'euros de dégâts, du matériel informatique qui a été saccagé. C'est quand même une drôle de façon de faire la révolution, non ?
Oui, il faut voir par qui ce matériel a été saccagé et dans quelle mesure, si ce n'est pas exagéré. Il me semble que l'UNEF a dit que les chiffres étaient un peu exagérés. Encore une fois, c'est faire on voit le les photos, focus. c'est impressionnant quand même. Hein. Oui. Tolbiac, c'est un peu ravagé, non? On peut faire un dessin, une infographie assez amusante entre les dégâts faits par quelques étudiants pour avoir occupé parce qu'ils n'ont pas été suivis et les 5 milliards donnés aux riches. Je pense que c'est assez... Oui. Non, mais, Ça justifie pour vous les dégradations? Non, ça ne justifie pas, mais c'est intéressant. C'est aussi une forme de dégradation du pouvoir de l'argent public que de donner à ceux qui en ont déjà pour les mettre hors de France et dans des banques à l'étranger, puisque c'est ce qui sera fait. Donc non, le problème, c'est d'évoquer le souci principal qui est là, et c'est un problème, c'est un projet de civilisation. Monsieur Macron et son équipe privatisent à tour de bras, et il y a une résistance dans les universités parce qu'il y a une privatisation. En tout cas, il y aura une sélection par l'argent à l'avenir, ben oui, lorsque ces mesures seront mises en place. Et j'attends avec impatience comment le gouvernement va réagir lorsque de très très sympathiques et honnêtes lycéens vont se rendre compte, lorsqu'ils auront leur résultat du bac, du chaos total que leur système aura provoqué, c'est-à-dire les milliers qui n'auront aucune place à l'université ou qui auront eu des places là où ils ne le souhaitaient pas. Guillaume Bernard, il me semble que vous aviez exprimé sur ce plateau des réticences un peu de principe quant à l'intervention des forces de l'ordre dans l'université, tout en disant il y a parfois des moments où c'est nécessaire. Là, ça l'était pour vous? Il était temps? Oui, c'était nécessaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des personnes qui hypothèquent l'avenir de leurs congénères, il est absolument nécessaire d'intervenir. Moi, objectivement, la présence de la police dans une université, ça ne me satisfait pas parce que symboliquement, c'est la présence des forces de l'ordre dans un lieu de liberté et de recherche. Donc, par conséquent, ça ne peut pas me satisfaire. Mais à partir du moment où vous avez des blocages, vous avez des piquets de grève, vous avez des personnes qui empêchent les autres de travailler et en particulier de préparer sereinement leurs examens, c'était nécessaire qu'il y ait cette intervention. Cela dit, je crois qu'elle était quand même plus tôt à prévoir cette intervention dans le sens où le gouvernement ne peut pas véritablement laisser pourrir la situation. Il a besoin de prouver qu'il est capable de tenir l'ordre, notamment, je dirais, de pouvoir aller jusqu'au bout des réformes qu'il préconise. C'est un autre sujet, mais enfin, ça se tient tout de même. On sait bien qu'il y a une dette publique abyssale et que par conséquent, il faut qu'il puisse prouver aux créanciers de la France qu'il peut réformer, allant dans un certain sens pour pouvoir assumer, je dirais, la pression fiscale sur un certain nombre de personnes. Je passe, c'est pas directement le sujet. Ce qui est certain, c'est qu'il ne pouvait pas laisser pourrir la situation parce que, contrairement à mai 68, où dans le fond, il y a eu un basculement de mai 68, où les syndicats sont devenus vraiment dangereux pour le gouvernement. Mai 68 est devenu dangereux pour l'exécutif à partir du moment où les syndicats ont décrété la grève générale. Le mouvement des étudiants, c'était de l'agitation, mais ce n'était pas dangereux pour l'exécutif. Aujourd'hui, il n'y a pas de parti politique, le Parti communiste, de syndicats suffisamment forts pour pouvoir canaliser les choses. Je vous rappelle quand même que mai 68 s'arrête à partir du moment où les syndicats sifflent la fin de la récréation, à partir du moment où les accords de Grenelle sont signés. Là, il y a une incapacité, parce que c'est une pluralité de petits mouvements activistes et très minoritaires, mais actifs, il n'y avait pas véritablement moyen de négocier avec eux. Et donc, par conséquent, s'ils laissaient pourrir la situation, ça n'était pas comme à mai 68 avec la possibilité de mettre fin, je dirais, aux agitation en allant par exemple à Baden-Baden pour négocier avec des émissaires soviétiques ou inversement. Ça, c'est le général de Gaulle. Bien sûr, bien évidemment. C'est avec les soviétiques à Baden-Baden. On ouvrira ce chapitre une autre fois. Voilà. Et donc évidemment, vous n'avez pas le PC. Contrairement à 68, vous n'avez plus le PC capable de négocier et de mettre fin à la récréation. Et donc par conséquent, il fallait intervenir. Le général de Gaulle n'est plus là et le PC non plus, ou en tout cas dans un triste état. Avant de passer la parole à Véronique Reissoult, quelques commentaires, car bien sûr vous avez la parole. Donnez votre point de vue sur les réseaux sociaux, sur le Figaro.fr, sur Twitter. Jean-Luc nous dit qui va payer les dégâts? Les parents des étudiants? Point d'interrogation. Plus probablement les contribuables, sans doute. Michel nous dit en tant que président d'université, plutôt le président d'université a la possibilité de faire suspendre les bourses Crous des étudiants bloqueurs et d'exiger le remboursement s'ils ne se sont pas présentés au TD et au cours. Tandis que Colette nous dit que vous fassiez grève, c'est votre droit, mais tout dégrader, non, car c'est le peuple qui va payer, et ça n'est pas votre droit. Véronique Reissoult, l'Institut de sondage Odoxa a travaillé pour Dentsu Consulting et pour Le Figaro, et a sondé les Français, et en fait, ils sont assez équilibrés, les Français, sur ce dossier de la réforme des universités en général.
Oui, parce que vous avez 52% des Français qui sont favorables à la sélection sur dossier, donc 52%, ce n'est pas une large majorité. Ce qui est surtout intéressant, c'est de voir le clivage d'âge. C'est-à-dire qu'il y a une réalité, plus vous êtes jeune, plus vous êtes opposés à cette réforme. Donc vous avez 61% des jeunes qui sont plutôt opposés. Vous avez aussi 62% des jeunes qui sont opposés à une intervention de la police. Globalement, on sent qu'il y a un vrai clivage entre les deux. Et même dans l'expression sur les réseaux sociaux, on voit qu'il y a un vrai clivage entre ces deux, entre les générations. Plus on est vieux, plus on est répressif, en gros, et plus on est vieux, plus on est pour la sélection. Si je caricature, mais c'est un peu ça. Sachant que je vous propose sur un point qui est ce sujet avec les syndicats. Quand on regardait ce que les uns et les autres disaient, au-delà de Tolbiac, mais ça s'est encore renforcé là sur Tolbiac, c'est qu'en fait, les jeunes, quand ils s'expriment en ligne, leur sujet, c'est qu'ils disent on n'a pas été consultés. Donc, ce n'est pas tant la réforme en soi qu'un problème de consultation. Et ils disent que pour eux, les syndicats ne les représentent pas forcément. Et ce qu'ils demandent, c'est une consultation, une sorte d'état généraux numérique, en disant on aimerait bien pouvoir donner notre avis, être consultés. Et donc, c'est pas un sujet de syndicat, c'est pas un sujet de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, contrairement à ce qu'on peut lire souvent. C'est plus un sujet de... Voilà, ils ont envie de s'exprimer, ils ont envie qu'on les écoute et ils aimeraient bien que ce soit à travers leur propre voix, donc une voix numérique. Et les tweetos du Figaro, on leur a aussi demandé leur avis. Selon vous, est-ce que cette évacuation arrive trop tard ? Je ne sais pas si on a déjà... Alors évidemment, ce n'est pas un sondage, parce que vote qu'ils souhaitent. Oui, 72% considèrent que cette évacuation arrive trop tard. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le même sondage dont parlait Véronique Reissoult à l'instant, quand on a sondé les Français, alors c'était avant l'évacuation, en disant est-ce que vous trouvez que le gouvernement il est ferme, trop ferme, pas assez ferme ? En fait, c'est extrêmement balancé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un reproche généralisé d'une forme de laxisme par rapport à ce traitement. Hervé Nathan, vous vouliez ajouter quelque chose ? Ce que je trouve dommage dans cette occurrence-là, c'est que les questions de maintien de l'ordre, d'occupation, etc., occultent complètement, à mon avis, le problème de fond de cette réforme, qui sont réels. C'est-à-dire que si on prend par exemple Parcoursup, mes collègues du site web de Marianne sont allés enquêter vraiment sur comment on gérait l'algorithme, comment on gérait les questionnaires que les futurs étudiants doivent remplir pour accéder au premier cycle. Par exemple, que deviennent, qui va lire les lettres de motivation, qui va lire les CV, de quelle manière c'est noté, parce que noter le CV d'une personne de 17 ans, moi je ne saurais pas faire, par exemple. Mais il paraît qu'il y a des gens qui sont capables de le faire. En fait, tout ça n'est pas vrai. Il va y avoir 45, il y a des facs qui reçoivent 45 000 candidatures. Personne ne va lire 45 000 CV, 45 000 lettres de motivation. Donc, il y a un vrai problème, il y a des vrais biais. Alors, pour le coup, il y a des vrais biais, ce qu'on appelle les biais en statistique, il y a des biais sociaux, il y a des biais qui vont biaiser les décisions, et on risque d'avoir beaucoup d'insatisfaction, sans compter qu'il peut y avoir effectivement, d'ores et déjà, il y a des gens qui avertissent en disant il y aura des gens qui seront sur le carreau en septembre. Donc, cette réforme est une réforme très importante parce qu'elle concerne toute une génération. Ce matin, on a 60% d'une classe d'âge qui veut rentrer à l'université et qui compte dessus pour son avenir. Donc on n'est pas sur des choses légères, on est des choses qui sont profondes du point de vue de l'intérêt du pays, et on discute de savoir. Enfin, c'est de la faute d'une partie des occupants qui acceptent de se laisser déborder par des gens qui sont complètement en dehors de Parcoursup. C'est un peu ça le reproche qu'on peut leur faire, c'est-à-dire au lieu de parler de Parcoursup, ce qu'on a nous est allé voir, c'est que il y a des comment ça s'appelle, il y a des ateliers racisés, c'est-à-dire il n'y a que les blancs que les noirs ou que les femmes qui ont le droit d'y assister, etc. Il y a beaucoup d'autres choses, on parle beaucoup d'autres choses dans ces occupations que de Parcoursup. De la même façon, Parcoursup, et derrière Parcoursup, il y a le problème des crédits qu'on donne aux universités qui sont largement insuffisants, etc. Ça, c'est des vrais problèmes. Et quand on parle de maintien de l'ordre, évidemment, tout est masqué. Un dernier mot là-dessus. Oui, je veux dire, on parle beaucoup des dégâts, mais dans les images que j'ai vues l'amphi de Tolbiac. En fait, j'y étais, moi, dans cet amphi de Tolbiac. Ah, c'était vous. Non, mais j'y étais quand j'étais en histoire. Ah oui, pardon. J'étais en première année, il y avait 950 élèves, alors qu'il est prévu pour 600, je crois. Ouais. C'est une catastrophe. Et je vois que absolument rien n'a changé. Donc, quand on parle des dégâts, il ne faut pas oublier les coûts, les non-investissements qui ont été faits dans les universités, des endroits où c'est une catastrophe.
En parlant des dégâts, il faut aussi savoir, moi, en novembre-décembre 1995, j'ai occupé la Sorbonne avec nos camarades. Il y a eu un peu d'échauffourée avec la police, mais au même moment, il y avait des grandes grèves un peu partout, et en particulier chez les cheminots. Je souhaiterais dire aux gens qui pensent qu'effectivement, il y a quelques dégâts, surtout faits par des petites minorités qui ne représentent pas l'ensemble des étudiants engagés dans la lutte contre Parcoursup. Mais il y a des gens qui, en novembre-décembre 1995, aussi il y a eu des tags, il y a eu un peu de dégâts, il y a eu des bancs cassés, mais ils ont fait en sorte que les Français ne perdent pas la sécurité sociale. Et les Français ne s'imaginent même pas combien ils auraient perdu d'argent si, justement, ces étudiants, ces cheminots, ces gens ne s'étaient pas mobilisés. Là, vous faites allusion à la grande grève contre le plan Juppé de réforme de régime des retraites. Si la CGT et le CNPF avaient mieux géré la sécurité sociale, peut-être qu'il n'y aurait pas eu besoin de réformer. Voilà, on avait fait un débat. Sur la sélection, c'est le gouvernement qui gère la sécurité sociale. Sur la sélection des dossiers, sur la sélection des dossiers, le gouvernement sait que ça ne marchera pas. J'ai plusieurs amis enseignants. J'ai été enseignant aussi à Versailles-Saint-Quentin et à Bordeaux. Des amis me disent qu'ils vont avoir 500, 600, 700 dossiers en un mois à gérer. Tout le monde sait bien au ministère, à moins que ce soit des imbéciles, mais je ne crois pas, ils le savent très bien, donc ça ne marchera pas, c'est volontairement fait pour refaire une autre réforme derrière. On ne sait pas laquelle. Dans quelques mois, pour voir comment fonctionne Parcoursup. Et le dernier mot à nos internautes, à OneShot en l'occurrence, qui nous dit 60% ne passent pas, 60% des étudiants ne passent pas la première année de fac, mais ils veulent la fac pour tous sans sélection. Effectivement, c'est un autre débat, est-ce que la sélection doit se faire à l'entrée ou au bout d'un an? Mais ce n'était pas le thème du jour. La sélection, et souhaiter que la sélection se fasse sur des critères méritocratiques, voilà, selon, et pas les critères sociaux avec des biais. Quoi. Nous referons sûrement un débat sur la sélection, ne serait-ce que quand on aura effectivement les premiers résultats de Parcoursup. Mais je vous propose de passer à un autre sujet du jour. Depuis ce matin, en Normandie, des voitures banalisées circulent avec des radars à bord, des radars invisibles qui